respectés dans l'Antiquité, ces guerriers ont inventé le camp militaire, la tactique du choc frontal, l'éducation prise en charge par l'État et un mode de vie et une esthétique qui, aujourd'hui encore, portent leur nom. Ce sont les Spartiates, et voici leur histoire. Du 8e au 5e siècle avant notre ère, Sparte suscite l'envie de toute la Grèce ancienne, qui est alors formée d'une constellation de cités-États belliqueuses. La plupart des Grecs admiraient les Spartiates et les craignaient. Quand une armée de Spartiates, même modeste, s'approchait d'un territoire, ses habitants n'en menaient pas large. Ils avaient la réputation d'être des soldats exceptionnels. À la seule vue de cette machine de guerre, les ennemis de Sparte fuyaient vers les collines, abandonnant le terrain. Si le combat était engagé, il impliquait peu d'hommes et ne durait que quelques jours. Mais au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce schéma va être bouleversé par une invasion venue de l'Est. Le vaste empire perse cherche de nouvelles terres à conquérir et déverse sur la Grèce une armée colossale, forte de 200 000 hommes. Menés par Sparte, les Grecs relèvent le défi. Et en 480 avant Jésus-Christ, aux Thermopyles, les Spartiates opposent une héroïque résistance à l'envahisseur. Par sa portée, cette bataille va changer le cours de la guerre. Les Grecs, qui tombent rarement d'accord, ont créé une alliance fragile pour résister aux Perses, alliance qu'ils ont réussi à maintenir sous le commandement de Pausanias. Mais en 477 avant notre ère, ce dernier est remplacé par un Athénien. Sparte est plus qu'heureuse de laisser ce fardeau pour redevenir l'hégémon, la cité leader de la Ligue du Péloponnèse, une confédération de cités-États du sud de la Grèce. Malgré un passé orageux, Sparte et Athènes sont alors en bons termes. Peu à peu, ils ont commencé à considérer Sparte comme une ennemie. De leur côté, les Spartiates avaient déjà le sentiment qu'Athènes constituait une menace pour leurs colonies et leurs alliés. Athènes a donc fondé sa propre confédération appelée la Ligue de Délos, du nom de l'île sacrée où est entreposé le trésor de l'Alliance. Ses membres comptent des cités-États du Nord, la plupart des îles égéennes et les cités des côtes d'Asie mineure auparavant sous contrôle perse. Les alliés d'Athènes doivent se montrer loyaux envers elle et payer un lourd tribut destiné à ravitailler et entretenir sa flotte. La Ligue a obligé certaines cités à se joindre à la Confédération, au prétexte qu'il était impossible de rester un franc-tireur. Nous vous avons délivré de la Perse, nous garantissons votre liberté sur mer et nous vous permettons de vous enrichir. Vous devez payer votre part. La flotte athénienne patrouille inlassablement les mers et parvient à éliminer la menace perse. Dès lors, certains membres de la Ligue de Délos souhaitent la quitter. Les Athéniens et leurs alliés ont réagi assez vivement. Ils ont tout simplement refusé et ont usé de la force pour tuer ces rébellions dans l'œuf. Peu à peu, la flotte athénienne a gagné en puissance, tandis que les alliés devenaient plus faibles. La domination d'Athènes s'est alors transformée en empire. En 465 avant notre ère, Athènes est aussi puissante et influente que Sparte. Grâce à leur supériorité navale, les Athéniens sont maîtres des mers, tandis que la fameuse infanterie spartiate est imbattable sur terre. Leurs ligues respectives forment deux blocs à l'idéologie bien différente. Sparte exige de ses alliés de la Ligue du Péloponnèse qu'ils deviennent des oligarchies dirigées par une poignée de privilégiés. En revanche, les membres de la Ligue de Délos sont tenus d'instituer la démocratie. Entre ces deux géants, la guerre semble inévitable. En 459 avant notre ère, ce conflit larvé éclate enfin. Mais ce qu'on appelle la première guerre du Péloponnèse consiste plutôt en une série de raids entre cités de confédérations ennemies.
On assiste à une alternance de guerres chaudes, si l'on peut dire, avec de véritables batailles, et de guerres froides, avec de simples échauffourées ici et là. Mais on n'assiste pas à une véritable guerre. À Athènes, l'homme le plus influent est désormais Périclès. Cet aristocrate prédestiné à la politique va présider aux destinées de la cité de l'Attique pendant plus de 30 ans. Il prend une décision radicale, celle de s'emparer du trésor de la Ligue de Délos, qui est alors sous le contrôle des Alliés. Au milieu du 5e siècle, le trésor a été transféré de l'île de Délos à Athènes. À partir de ce moment-là, les Athéniens sont devenus la puissance dominante de la Ligue. Lorsque les Spartiates ont vu que la puissance d'Athènes ne faisait qu'augmenter, ils ont dû se dire « Il faut l'écraser, l'anéantir. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des rivaux. » C'est ainsi qu'au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes et Sparte se retrouvent à la veille d'une véritable guerre. En 450 avant Jésus-Christ, Athènes est devenue la puissance grecque dominante. Le siècle de Périclès brille de tous ses feux. Mais à Sparte, cette extravagance suscite crainte et défiance. De plus en plus, les Spartiates se sentent menacés par l'influence grandissante d'Athènes. Les Spartiates étaient très arrogants. Il était très important pour eux de pouvoir bomber le torse et se dire « Je suis le meilleur, je suis le seul et l'unique champion ». Pour joindre l'acte à la parole, l'armée spartiate envahit l'Attique en 446 avant notre ère. Peu après, les Athéniens proposent une trêve. L'année suivante, les deux parties concluent la paix de 30 ans. Cette paix signe la fin de la première guerre du Péloponnèse. Les Spartiates sont satisfaits, ils peuvent rentrer chez eux, leur vœu le plus cher. Cependant, lors des 10 années qui vont suivre, Athènes va continuer d'interférer avec les membres de la Ligue du Péloponnèse, provoquant Sparte pour qu'elle sorte de son isolationnisme. Athènes est allée partout, vers le nord et la Macédoine, la Thrace, les îles de la mer Égée, pour écraser de petites cités et colonies rangées du côté de Sparte. Les Spartiates ont bien sûr interprété ce geste comme un premier pas, comme la marque indubitable d'une volonté de marcher sur leur propre cité. Les Corinthiens sont les alliés les plus importants de Sparte. Ils sont convaincus qu'Athènes veut briser la Ligue du Péloponnèse afin de devenir l'hégémon de la Grèce entière. Mais les Spartiates repoussent sans arrêt l'échéance. Ils ne sont pas pressés de se mesurer aux Athéniens. Cette guerre ne sera pas facile, ils le savent bien. Athènes dispose d'une flotte d'une puissance inégalée jusqu'ici. Celle de Sparte ne fait clairement pas le poids. Pour construire et équiper une vaste flotte, il faut disposer de sommes colossales. Or, les Spartiates refusent d'utiliser toute forme d'argent. Ils considèrent que cela engendre inégalité et tentations inutiles. Ils ne battent même pas leur propre monnaie. Si on possède une flotte de 200 navires, cela fait 40 000 hommes à nourrir, sans compter les hoplites. Cela fait beaucoup de monde. Les Athéniens ont mis en place un système qui leur permet d'entretenir cette flotte. Les Spartiates n'ont rien de tel. Les Spartiates restent méfiants et refusent de se laisser entraîner dans la guerre. Mais ils vont devoir écouter les autres membres de la Ligue du Péloponnèse qui réclament une réunion d'urgence en 432. De nombreuses cités dénoncent Athènes à leurs alliés assemblés à Sparte. En ne faisant rien, disent leurs représentants, Sparte encourage Athènes à lancer d'autres attaques. Leur mécontentement et leur méfiance vont avec le sentiment que ce problème ne peut être réglé que sur un champ de bataille, et non par des négociations pacifiques. Sparte va mettre fin à la paix de 30 ans. Son objectif annoncé est de libérer la Grèce, en rendant leur autonomie aux cités vassales d'Athènes. Sa stratégie est simple, marcher sur l'Attique et engager le combat sur terre avec sa rivale.
Ils ont mobilisé la plus grande armée de l'histoire de la Ligue du Péloponnèse, probablement 50 à 60 000 hommes. Et à la fin du printemps de l'année 431, ils se sont dirigés vers le nord. Ils ont franchi l'isthme, la plaine de Mégare, et sont arrivés en Attique. La machine de guerre spartiate est si redoutée que Périclès est bien décidé à éviter une bataille rangée. Au lieu de cela, il adopte une stratégie qui dédouble le front, en attaquant par mer et défendant sur terre. Sur mer, Athènes lance une flotte de 100 vaisseaux de guerre appelés trières. Leur mission, effectuer des raids dans le Péloponnèse. Sur terre, le plan de Périclès est plus sujet à controverse. Son approche de la guerre est tout sauf conventionnelle. La stratégie de Périclès consistait à éviter à tout prix la bataille rangée, opposant des hoplites à d'autres hoplites. Périclès décide d'évacuer les 80 000 hectares que couvre l'Attique et d'envoyer toute la population, les fermiers et leurs familles, ce qui représente autour de 100 000 personnes, se réfugier à l'intérieur des murs d'Athènes. La ville sera ravitaillée par la mer. Notre port est sûr, de puissants remparts protègent notre cité, nous pouvons importer toute la nourriture voulue et garder le contrôle de notre empire. Sparte n'avait jamais fait le siège d'aucune ville. Il n'allait certainement pas percer les remparts d'Athènes. Mais dans la tradition des combats grecs, envahir le territoire sacré de l'ennemi, c'était un affront à sa masculinité, à sa souveraineté, une insulte à sa fierté patriotique. On arrachait quelques oliviers, on brûlait quelques champs. Les fermiers furieux prenaient les armes et venaient se mesurer à vous dans la plaine, vous les écrasiez et l'affaire était réglée. Mais les Athéniens ne bougent pas. Ils restent barricadés dans leur ville, protégés par des remparts et par les longs murs qui s'étendent jusqu'au Pirée, à 8 km de là. Les Spartiates ont été complètement déstabilisés par l'attitude des Athéniens. Ils se sont retrouvés sans adversaire. Or, tout leur système reposait sur un mécanisme simple. Nous envahissons votre territoire, vous venez à notre rencontre et nous vous taillons en pièces. Contrariés, les Spartiates pillent sans vergogne les champs de l'Attique. Mais Sparte n'a pas les ressources nécessaires au ravitaillement d'une armée de cette taille. Ses soldats ne pourront pas attendre longtemps que les Athéniens sortent pour se battre. Un mois après leur arrivée, les troupes plient bagages et rentrent chez elles. L'été suivant, lorsque les Spartiates marchent de nouveau sur l'Attique, la stratégie de Périclès est fortement contestée. Mais rien ne laisse entrevoir ce qui va se passer. Athènes a été frappée par une terrible épidémie et a perdu un tiers de sa population. Proportionnellement, si on compare cela avec un pays comme la France, c'est l'équivalent de 20 millions de personnes. La maladie, sans doute apportée par un navire chargé de blé venu d'Égypte, transforme la cité en antichambre de l'enfer. Les rues sont jonchées de mourants. Jeunes ou vieux, pauvres ou riches, le fléau n'épargne personne. Cette épidémie a jeté Athènes, et donc son armée et sa flotte, dans la confusion la plus totale. La stratégie athénienne s'est retournée contre eux. L'épidémie a aussi tué le stratège en place, Périclès, et tout d'un coup, l'homme qui avait conçu ce plan n'était plus là pour le mener à bien. Le résultat, c'est qu'Athènes fait des propositions de paix. Les Spartiates pensent gagner la guerre et refusent. Et la guerre continue. Les Athéniens sont devenus des mauviettes, c'est ainsi que les Spartiates ont dû les juger. Ils ne sortaient plus pour se battre. Cela ne leur était jamais arrivé. Il leur aurait sans doute semblé rabaissant de conclure la paix avec des gens qui n'avaient même pas le courage de sortir pour se battre. Ça les a brisés momentanément. Mais les Athéniens étaient des gens pleins de ressources. Et donc, Athènes rassemble une flotte de 250 trières, le plus grand déploiement naval de la guerre du Péloponnèse. L'île de Lesbos a tenté de se révolter. Athènes fait usage de sa flotte pour bloquer le port de Mytilène. L'année suivante, en 427 avant notre ère, le général Nicias mène une expédition victorieuse
contre l'île de Minoa. Sparte répond par une victoire décisive à Platée. La guerre du Péloponnèse va se poursuivre ainsi de ville en port, partout en mer Égée. Attaque et contre-attaque, révolte et soumission. Dans les premières années de la guerre, Athènes et Sparte sont vraiment à armes égales. Aucune d'elles n'a les moyens de remporter une victoire définitive. S'ils se montrent très déterminés, les Athéniens ressentent cruellement les effets de la guerre. Leur population est décimée, l'Attique ravagée et leur trésor est épuisé. Pourtant, à l'approche de la campagne de 425, la cité se prépare vaillamment à combattre. Cet été-là, à Pylos, sur la côte ouest du Péloponnèse, les Athéniens obligent 120 hoplites spartiates, des égaux, à se rendre. Cet exploit sans précédent brise le mythe soigneusement entretenu selon lequel ni la force ni la famine ne peuvent faire rendre les armes aux Spartiates. Sparte était bouleversée par la perte de ce contingent. Personne n'arrivait à croire que des Spartiates se soient rendus. C'était inconcevable, inédit. Ils voulaient effacer cette défaite de leur mémoire, mais sans perdre ces hommes. Et ce sont ces otages qui ont finalement poussé Sparte à conclure la paix. Mais quels peuvent être les termes de cette paix? Après 6 ans de guerre, aucun des deux camps n'est arrivé à ses fins. Sparte a échoué à libérer la Grèce de la domination athénienne, et de son côté, Athènes n'a pu conquérir cette sécurité absolue qui était le but de Périclès et la raison première de la guerre. Ce gaspillage de vie et d'argent semble avoir été vain. Une paix fragile va finalement être négociée, mais cette paix n'est qu'une trêve, et l'hostilité commence vite à refaire surface. La guerre semble inéluctable. Sparte menace alors de fortifier un avant-poste en pleine Attique. Avec 120 des siens en captivité, c'est un pari risqué. Mais le coup de bluff fonctionne, et Athènes accepte de conclure la paix. Les articles de ce traité, appelé la paix de Nicias, sont censés lier les deux parties pour 50 ans. Les combats cessent et les prisonniers spartiates déshonorés sont libérés.